Amis gaulois réfractaires, je vous salue. Pierre a rappelé mon côté un peu pionnier, mon côté fou d'ailleurs, parce que créer un journal à 26 ans, un hebdomadaire, figurez-vous que la lettre La Bourse que j'ai créée, j'avais tout juste 26 ans, existe toujours. Et l'Hebdo Bourse Plus, c'est-à-dire que sans publicité, je fais de la publicité pour mon journal, ce qui est normal, mais il n'y a pas de publicité là-dedans, c'est comme le Canard enchaîné. Non seulement il existe, mais il dérange. Et je peux vous assurer que quand vous touchez au porte-monnaie tous ces puissants qui nous gouvernent, ça les chatouille beaucoup plus que quand vous jetez des pavés sur les confrères de notre ami, je ne sais pas, il a quitté la salle ou il s'en va, qui m'a précédé avec beaucoup de talent. C'est étonnant de voir à quel point, et notamment depuis l'affaire Eurotunnel, où j'ai mobilisé des dizaines de milliers de cocus de l'histoire à qui on avait raconté la messe et avec qui on avait dit « Ah, c'est un placement de père de famille ». On va vous ruiner d'abord, et ensuite les arrière-petits-enfants de ce qui restera, c'était comme pour les emprunts russes ou le Panama. Je dirais que Madame Thatcher avait dit pas un seul penny, c'est-à-dire donc un centime de la livre sterling, et ce sont les épargnants français à qui on a dit allez-y. Et pendant ce temps-là, les surfacturations, les devis qui augmentaient, qui doublaient, qui triplaient, qui quadruplaient ont entraîné la ruine des petits actionnaires. Et ensuite, je ne vous raconte pas la mauvaise gestion. Et bien évidemment, qui a payé la campagne électorale de François Mitterrand en 1988? C'était Vinci, c'était Bouygues, justement sur les facturations et les surfacturations d'Eurotunnel. Quand en 2004, j'ai dit aux petits porteurs, mais arrêtez de faire des dîners de cons, ça sert à rien. Mobilisez-nous au nom d'une pipe. Nous sommes la France. On vous a collectivement floué. Eh bien, mobilisez-vous. Les gens n'y croient pas, les gros actionnaires n'y croient pas, et j'étais seul contre tous. Je suis toujours seul contre tous. Même peut-être dans quelques jours, même s'il y aura 77 personnes derrière moi pour une liste aux européennes, arrêtez d'emmerder les Français. Mais je suis seul. Pourquoi? Parce que, je prendrai d'autres exemples, Zola était seul à crier son j'accuse. De Gaulle a été seul à dire au lendemain de l'appel honteux du 17 juin 1940 qui disait qu'il fallait cesser le combat, eh bien qu'il fallait rester dans ce combat pour les libertés, pour nos libertés. J'aime bien la solitude parce qu'elle est souvent très entourée. À Villepinte, quand on a fait l'Assemblée Générale, une première historique pour regrouper les actionnaires d'Eurotunnel individuels, il y avait 7000 ou 8000 participants. Et on a renversé la direction des voyous. Les combats solitaires peuvent être gagnés. Alors là, croyez-moi, j'ai déchaîné contre moi tous les systèmes de persécution. Je crois que les impôts m'ont réclamé à titre de redressement fiscal jusqu'à la respiration donc de l'air que je pouvais éventuellement insuffler de temps en temps dans mes narines. Il faut savoir que si je vous vois, à la limite, vos revenus doivent être déclarés, vos revenus à vous doivent être déclarés par moi-même. C'est assez étonnant. Quand vous avez une machine contre vous, c'est étonnant. J'ai quelques convictions patriotiques. Mon père était dans la 2e DB, les chiens font pas les chats. Auparavant, il était dans les maquis de Mayenne. Mon oncle est mort dans la résistance. Croyez-moi, c'est pas un État totalitaire, et nous sommes dans un État totalitaire qui va m'arrêter. J'appartiens à mon pays. Un jour, je serai en rendez-vous avec le Créateur, pour ceux qui croient. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la même foi catholique que moi. Et j'aimerais bien, si on me pose la question « Qu'as-tu fait de ta vie ?» répondre « J'ai fait ce que je devais faire, ce que je croyais être juste. » Soyez chacun face à vous-même, le matin, devant vos miroirs, fiers d'être ce que vous êtes. Et vous avez de quoi être fiers. On n'est rien du tout seul. Mais alors qu'est-ce qu'on est beau, ensemble. Beau, je le dis, accompagnés de nos propres solitudes qui se réunissent. Car nous sommes la majorité. Nous sommes le tiers-état de ce système qui nous écrase. Sachez que nous sommes le seul pays au monde de la taille de la France
qui a 57% de sa richesse qui est accaparée par l'État et les collectivités locales. Et en ayant créé le Rassemblement des contribuables français, j'ai donné des vraies solutions. Alors l'idée, on vous dit, attention, Macron est un président libéral, voire ultralibéral. C'est quoi le libéralisme quand vous avez que 40% du PIB, 43% pour être précis, qui appartiennent au privé, le reste, c'est la puissance publique qui l'organise, qui le dépense, qui le redistribue, et certains ce matin l'ont dit au profit d'une préférence étrangère. Je crois qu'il faut simplement le dire. J'ai l'occasion, puisque avec un journal on interviewe des gens, j'ai l'occasion de rencontrer beaucoup de politiciens, de droite, de gauche, du centre. Ce qui est marrant, c'est que leur discours change. Et alors ils vivent de la gamelle. Et ça, c'est un autre sujet. Moins d'impôts maintenant, c'était le titre de la liste aux européennes, 350 000 voix en 1999. Arrêtez d'emmerder les Français, c'est maintenant. Mais excusez-moi de le rappeler, c'est-à-dire que quand on fait des suggestions de bon sens, ce sont des suggestions de bon sens. Quand je dis à un ministre en exercice, c'est simple de réduire la dépense publique, monsieur le ministre. Il suffit tout simplement d'organiser ce qu'a fait Pierre Mendès France en 1944 lors du gouvernement provisoire de la République. Figurez-vous que la personne se met à, d'un seul coup, il se dit « Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre Mendès France ?» Vous avez en face de vous des gens qui sont nuls, zéro culture générale. Alors je lui explique que Pierre Mendès France était ministre de l'économie du général de Gaulle dans le gouvernement provisoire de la République. C'était qui, le général de Gaulle? Je vous jure, les ordonnances de 45, tout ça, ils ne savent pas d'où ça vient. Quand je lui explique qu'à l'époque, on a institué la retraite par répartition, parce que justement Vichy avait pillé les réserves des retraites par économie pour pouvoir payer les indemnités d'occupation aux troupes allemandes. Il faut savoir que les retraités, auparavant, ils payaient des cotisations sociales qui étaient mises de côté, et c'était les revenus des cotisations qui permettaient de payer les retraites. Ça, ils ne savent pas. Alors, il y avait eu un marché noir, parce qu'il y avait eu 650 milliards de francs de l'époque qui avaient été donnés aux Allemands, qui les avaient un peu recyclés dans l'économie pour acheter le cochon. À l'époque, les Allemands mangeaient du cochon. Maintenant, les Turcs ne mangent plus de cochon en Allemagne. Vous savez ce qu'un jour, j'ai un fils qui parlait, j'ai un fils qui était la semaine dernière ou l'autre semaine, en Allemagne pour aller voir pour un groupe Accor français, etc. Il est journaliste aussi pour un mensuel. Et il n'avait pas mangé à 17h, il avait faim, il rentre dans un truc, et il me montre un truc, je lui dis, c'est quoi ce truc-là que tu manges? C'est encore un kebab. Mais non, c'est je sais pas quoi, une saucisse au curry. Sauf que c'est des saucisses, quand il a regardé, c'est des saucisses qui n'étaient plus des saucisses de porc. Excusez-moi, une saucisse au curry, c'est une saucisse de porc. Voilà, c'est aussi comme ça. Mais c'est impressionnant de voir à quel point nos voisins ont changé. Impressionnant. Donc on a une solution de bon sens. Alors j'expliquais à ce ministre que, en 1944, pour éviter que cet argent du marché noir circule et fasse une inflation énorme, M. Pierre Mendès France avait une très bonne idée, qui était de dire, voilà, on vide les lessiveuses, on fait un change des billets. L'Inde vient de le faire, il y a 2 ans de cela. Et on va changer les billets de banque. Alors le ministre il me dit, mais on ne peut pas changer les billets de banque puisqu'on est en euros actuellement. Et il n'y a presque plus de monnaie qui circule. Il dit, mais attendez, le billet de banque, monsieur, aujourd'hui, ça s'appelle la carte vitale. Si vous dites, vous avez telle lettre de l'alphabet de A jusqu'à B, vous avez à changer au 31 mars, le 30 avril, C et D, votre lettre de naissance ou les numéros de sécu, on peut prendre l'achat, et vous avez des permanences dans toutes les mairies de France, vous venez avec photo, papier, justificatif, comme quoi vous avez bien payé toutes vos cotisations. D'un seul coup, il y a 7%, 8%, 10% de cartes vitales qui disparaissent de la circulation. Et comme par hasard, les fausses ordonnances qui permettent d'obtenir des médicaments, qui subventionnent, qui s'en vont où? Vous savez très bien où. Eh bien, elles disparaîtront aussi. Il paraît que ça représenterait 17 milliards d'économies pour la sécurité sociale française. Ah, je peux vous dire que je dérange quand je dis ça. Je peux vous dire aussi que je dérange quand je cite un responsable, un haut responsable de la sécurité sociale française qui me dit qu'on y a en France beaucoup de centenaires, mais il y en a beaucoup plus. Visiblement, vous avez les mêmes informations que moi. J'ai lu un autre filet récent qui disait qu'il y avait quelqu'un qui touchait sa retraite à 165 ans. Figurez-vous que je trouve ça admirable. Cela fait tellement longtemps que je cherche quelqu'un qui ait connu Napoléon Ier. Je ne suis né qu'en 1961, c'était malheureusement 140 ans après le décès donc, de ce cher empereur.
Et je pense qu'on va finir par retrouver dans les grottes de Tamanrasset, qu'on va réussir peut-être à retrouver quelqu'un qui a bien connu non seulement François Ier, mais peut-être Charlemagne. Et oui, c'était des alliés des Turcs. Alors, nos propositions de bon sens, c'est la solution. Je me permets de vous rappeler que vous n'êtes jamais conscient des taxes que vous payez. Vous croyez payer pour 100 € d'électricité, c'est faux. Vous payez pour 40 € d'électricité et vous payez pour 60 € de taxes, dont des taxes sur la taxe. Vous avez ce qu'on appelle la taxe d'équipement de l'électricité qui est elle-même soumise à TVA. Quand vous croyez payer donc un plein de gazole, d'essence ou d'autres choses, c'est la même. Figurez-vous que l'électricité, il n'y a pas si longtemps que cela, c'était seulement 50% de taxation. Aujourd'hui, c'est 150% de taxation. Et ça s'est fait sous des gouvernements qui étaient présidés indifféremment par Sarkozy, Hollande, enfin, pas chef de gouvernement, chef d'État, Sarkozy, Hollande et aujourd'hui Macron. Donc les taxes réaugmentent. Et on vous donne toujours, j'en entendais ce matin, des leçons de morale. Vous êtes contre l'augmentation des taxes sur le gazole, c'est que vous êtes un assassin de la planète. Mesdames, messieurs, tremblez. Vous ne vous rendrez pas compte de ce que vous faites à vos enfants et vos petits-enfants. Mais on ne gère pas les dépenses publiques. On est justement un assassin de nos enfants et de nos petits-enfants. Parce qu'on leur laisse. C'est un paquet de dettes. Et ça, c'est honteux. C'est immoral. Des comptes publics à l'équilibre, ça s'organise. Et nous avons les solutions. Quand je dis qu'il faut réduire de 577 à 300 le nombre des députés, de 350 à 200 le nombre des sénateurs, c'est par le sommet que l'État doit maigrir. Ça a toujours été par la tête qu'un poisson pourrissait. Eh bien, le poisson est pourri. Remplaçons-le. Merci de votre audience.